à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel, le premier numéro de la semaine. Un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis très contente, Abdoulaye, parce que justement, il y a le très grand Momar Diong qui marque son retour. Bonsoir à vous, Momar. Bonsoir. Je commence par vous aujourd'hui. Bonsoir Limna Aïcha. Après quelques jours d'exil. Il faudra bien le préciser. Hein? Non, c'est juste quelques jours de repos, quelques semaines de repos, disons-le comme ça. Mais c'est quand même un pur bonheur que de retrouver ce plateau. Mais je me suis rendu compte qu'à mon absence, vous avez très bien assuré. Et je me suis aperçu que le tandem que vous constituez ne fait pas seulement l'essentiel, mais que vous êtes l'essentiel. C'est ça la principale mal que j'ai eu à faire durant ces quelques semaines de repos. Et je suis vraiment ravi de retrouver également tous les téléspectateurs de Sen TV. Nous aussi. Merci en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, Momar Diong, sur le plateau de l'Essentiel. Mesdames et messieurs, nous osons espérer que c'est également le cas. Et de l'autre côté, nous avons notre confrère, Pa Hassan Seck. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Néné. Bonsoir à mon Néné. Que j'ai le plaisir de retrouver ici, mais dont des souvenirs me restent au temps du Grand Nouvel Horizon. Et je rêve beaucoup ce journal qui n'est plus d'actu dans ce pays, qui quand même, c'est un rêve comme ça, ferait du bien à revenir. Ce journal-là, ce magazine. Et bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs. Contente de vous retrouver. Très heureuse aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bilan de l'an 1 après le second mandat du président de la République. Voilà un an déjà jour pour jour que le président de la République, Macky Sall, a été réélu au premier tour avec plus de 58%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bilan de l'an 1 du second mandat. Alors, justement, je commence par vous, Momar. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première année? Écoutez, je me suis aperçu que vous avez pris une séquence temporelle qui part du 24 février. Oui. 24 février 2019, 24 février 2020. Ça fait tout juste un an, jour pour jour, qu'il a été réélu. Effectivement. Mais la véritable séquence temporelle qu'il fallait prendre, je crois que c'était le 2 avril 2019, date à laquelle il a eu à prêter serment et où il a eu à livrer aux Sénégalais et aux Sénégalaises un discours programme où il avait fait l'annonce de 4 priorités qu'il disait assigner à son second quinquennat. La première de ces priorités, c'était le dialogue national. Et il voulait que ce soit un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives de la nation, qu'il s'agisse des forces politiques, des forces économiques et des forces sociales. Ça, c'était la première priorité. La deuxième priorité, c'était de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. La troisième priorité qu'il avait fixée à cette occasion, c'était l'amélioration du cadre de vie. Et enfin, il y avait une quatrième priorité, c'est la réforme de l'administration pour tendre à une modernisation du service de l'administration. Ce sont ces 4 priorités-là qu'il a eu à fixer. Maintenant, si on fait le point après un an, on se rend compte que pour la première priorité, en l'occurrence le dialogue national, c'est vrai qu'il a eu un retard tardif, mais il a été lancé malgré tout. Aujourd'hui, le dialogue suit son cours. Il y a eu quelques points d'achoppement. On remarque que peut-être il y a eu quelques facteurs de blocage, quelques difficultés entre toutes les parties prenantes, mais ça peut se comprendre. On est dans le cadre d'un dialogue avec des positions qui peuvent être parfois divergentes. Mais ce dialogue-là est lancé et on attend la fin du mois de mars pour voir ce que ça va produire. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et à ce niveau, on se rend compte que le président Macky Sall avait annoncé la construction dans chacun des 45 départements du pays d'un centre de formation professionnelle et technique. Là, on se rend compte que le programme a du mal à démarrer. Ce n'est que le 31 décembre dernier qu'il a annoncé d'ailleurs le démarrage de 15 de ces centres. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Ensuite, ils étaient engagés à donner 1 million d'emplois, ce qui équivaut à 200 000 emplois par an. Or, après un an, on se rend compte son gouvernement peine à atteindre la barre des 78 000 emplois. Aujourd'hui, selon des chiffres cumulés du ministère du Travail et de la direction
de la statistique et des études économiques, les emplois qui ont été créés en 2019 se chiffrent exactement à 78 684. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on est loin des 200 000 emplois par an qu'il avait promis au Sénégal. Si on prend maintenant la troisième priorité, l'amélioration du cadre de vie, avec des opérations de désencombrement, là aussi c'est lancé. On attend de voir ce que ça va donner. Et enfin, la quatrième priorité, c'était la réforme de l'administration. Et jusque-là, il y a quelque chose qui coince. Pas plus tard qu'il y a quelques jours lors du Conseil des ministres, le président de la République a fait état quand même d'un certain nombre de démarches, d'attitudes et de comportements qui tendent plutôt à un gaspillage au niveau de l'administration. Donc c'est un chantier qui reste encore entier et sur lequel également on l'attend. Donc si vraiment on s'en tient à ces 4 priorités, dialogue national lancé, employabilité des jeunes, amélioration du cadre de vie et modernisation de l'administration, on se rend compte que les 2 chantiers ont connu un démarrage, en l'occurrence le dialogue national et l'amélioration du cadre de vie, mais qu'on attend encore de voir pour ce qui est de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, ainsi que la réforme de l'administration. Alors à ce niveau, Hassan Seck, on le sait pertinemment, on ne s'en limitera pas seulement à l'an 1 de la réélection du président Macky Sall, mais si on le fait le cumul des 8 ans, jour pour jour, de 2012 à 2020, avec un budget tournant autour de 3 000 milliards par an, c'est un président qui aura géré 24 000 milliards en 8 ans. Alors, est-ce que vous pensez que cette manne financière aussi colossale, aussi importante, est assez visible à travers justement des réalisations, mais également à travers justement des investissements dans le secteur justement des politiques publiques au Sénégal? Bon, moi je ne verrai pas cela d'un œil simplement général du terme. J'ai un avis qui est que de 2012 à maintenant, j'ai eu ce sentiment de plus de gabegie, de plus de manne financière dépensée à tohu et à bohu d'une façon presque incongrue. C'est mon avis. 24 000 milliards calculés ainsi, c'est choquant. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est dans un pays qui est dirigé par un administrateur qui s'appelle le président Macky Sall, qui a sa quintessence en lui en tant que personne, sa personnalité et son personnage. Moi, je base toujours mon analyse à ce niveau-là. Qui c'est qui nous dirige, comment il est, comment il fonctionne, comment il a vécu, comment il a évolué. Cette personne a sa façon de faire. Et sa façon de faire d'être malheureusement sur ce que nous endurons. 24 000 milliards, vu ainsi, c'est encore un crime. Si tel est le cas, on a vu un État qui dépense, qui gère d'une façon, mais qui surtout ne gère pas dans l'aspect démarche participative du terme. C'est un État qui fonctionne à l'esprit dictatorial et qui, à la limite, y va selon ses assertions. Cela veut dire quoi? Cela veut juste dire que nous avons un chef d'État qui n'a besoin de l'avis de personne, qui a sa ligne de conduite depuis son côté, et qui après a transité par l'émergence, un concept qu'on lui a presque imposé par une société dite française. Et cette société-là a ses intérêts, a sa façon de gérer l'administration africaine, qui influe ainsi sur la façon de gérer de ce continent-là et de ces pays-là. Ainsi, j'en déduis quoi? Que mon président, sur 8 ans, a géré certes, mais n'a pas finalement géré. On lui a fait gérer. Et qu'il a fait gérer? Dans le comment là, on se rend compte que c'est cette personne-là qui a ses intérêts, qui a fait de sorte qu'on puisse en arriver à ce stade de 24 000 milliards dépensés qu'on n'a pas su ressentir. Aujourd'hui, ces 24 000 milliards, nous ne les avons pas vus. Nous constatons en termes calcul, mais en termes de vécu, de bénéfices, de profit pour les populations, on n'en ressent absolument rien du tout. On n'en ressent absolument rien, mais en termes de réalisation, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il y a d'importantes réalisations d'infrastructures qui ont été réalisées. Oui, ça, il faut le reconnaître. Il y a quand même, durant la première phase du PSE, qui est allée de 2014 à 2019, il y a eu quand même un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées. Et le président de la République, lors de cette prestation de serment et de ce discours-programme, le 2 avril 2019, avait fait également étalage d'un certain nombre d'infrastructures qui allaient être réalisées dans le cadre de la seconde phase
en l'occurrence 2019-2024. De ce point de vue-là, il n'y a absolument rien à dire. Et moi, ce qui m'avait marqué lors de ce discours, c'est qu'il y avait apparemment une rupture par rapport à la posture qui avait été celle du président Macky Sall durant tout le long de son premier mandat. Je crois qu'on a eu ici à le déplorer durant tout le premier mandat. On avait affaire à un président à la démarche un peu clivante. On avait l'impression qu'il y avait une justice qui faisait dans la logique du 2 poids, 2 mesures. Ensuite, il n'y avait pas de quartier ni de répit pour l'opposition. Et il y avait un certain nombre de sujets à controverse autour desquels on s'était rendu compte que quand même il y avait des positions qui étaient crispées et qui s'étaient braquées entre l'opposition et le pouvoir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai été parmi les premiers à applaudir lorsque, après avoir été élu, réélu et bien réélu, parce que quand même il faut se rendre compte qu'il y avait 66,23% des Sénégalais comme taux de participation et il a eu à récolter un score de 58,26%, ce qui est quand même appréciable en termes de réélection. Après avoir été réélu dans ces conditions-là, j'avais apprécié le fait qu'il eut à l'époque, le 2 avril 2019, le triomphe modeste, en disant qu'en réalité, il reconnaissait même qu'il y a quand même 38% des Sénégalais qui n'avaient pas voté pour lui et qu'il fallait en tenir compte. En lançant également un appel au dialogue à l'opposition. Jusque-là, vraiment, il n'y avait rien à dire. Et tout à l'heure, quand je faisais l'inventaire des 4 priorités, on s'est rendu compte qu'en fait, que les 2 ont été lancés, en l'occurrence le dialogue national et l'amélioration du cadre de vie. Maintenant, il y a quelques facteurs que je considère comme des goulots d'étranglement et qui ont peut-être un peu chahuté la logique du fast-track du président de la République Macky Sall. C'est d'abord l'affaire BBC Aliou Sall, qui a éclaté aussitôt après sa réélection et qui a créé un tollé tel dans le pays que l'atmosphère de travail n'était pas du tout favorable. Ça, c'était la première chose. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu un démarrage tardif du dialogue national. Là aussi, ça a un peu plombé quand même l'action du gouvernement et la marche du pays. Il y a eu l'augmentation, bien évidemment, du prix de l'électricité et toute la crise que ça a charriée. N'oubliez pas également que le front syndical était en ébullition ces derniers temps, avec des syndicats qui sont vent debout et qui empêchent le gouvernement à respecter un certain nombre de ses engagements. Ça aussi, ça n'a pas contribué peut-être à accélérer les choses autant que l'aurait voulu le président Macky Sall. Et il y a enfin la crise quand même qui est née dans les rangs de l'APR avec cette polémique à laquelle on a assisté ces derniers temps et qui ont fait l'objet d'une guerre de tranchées quand même entre responsables de haut rang de l'APR et qui ont créé une crise. Ça aussi, ça n'a pas été très favorable au mode fast-track. Maintenant que je pense que tout cela est derrière nous, gageons que le président de la République va, comme disait une fois un de ses premiers ministres, accélérer la cadence. Très bien. Alors, il vient de nous rejoindre sur ce plateau, l'honorable député Abdou Mbow. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de venir participer à cette émission. Saluer Sama Domouba et M. Mbow et mon grand frère Mordiong, mais aussi votre consultant Maison, et saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de la Sen TV. Alors Abdou Mbow, avec la permission de Néné, c'est une phrase qu'elle n'aime pas trop, mais étant donné que, en fait, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails à cause de mon Mordiong. Alors Abdou Mbow, vous avez signé une contribution et vous y avez dit et soutenu qu'en réalité, nous étions à un stade à un niveau social assez stable, mais également un niveau économique stable, mais également avec des signaux au vert. Est-ce qu'en réalité, c'est pour faire ce bilan de la réélection du président Macky Sall, 1 an déjà, jour pour jour, est-ce que vous pensez et que vous soutenez sur ce plateau-là qu'effectivement le climat social est stable et que économiquement le Sénégal se porte bien? Merci beaucoup. Je n'ai même pas signé un document, j'ai parlé oralement et les gens m'ont écouté. Je pense que si vous allez dans le net, J'avais cru que c'était une contribution. Non, juste pour vous dire que ce sera non seulement plus clair, parce que quand on parle, ça reste. Parce que comme le VAR est là, et je reviens un peu sur ce que j'avais dit, parce que moi, je dis qu'aujourd'hui, sur le plan économique, j'ai bien dit la situation économique et financière au terme
de l'année 2019, elle est stable et elle est très bonne. C'est moi qui l'ai dit et j'en veux pour preuve. Aujourd'hui, le niveau, par exemple, sur le plan de la croissance, on est à 6% et vous avez entendu le directeur général de la BCEAO faire une conférence de presse dernièrement pour dire qu'en 2020, la croissance est projetée à 6,20%. Je pense que ça, la BCEAO n'est pas à la solde du Sénégal. Et je pense que quand il donne des chiffres, c'est des chiffres exacts. Autre chose, et Momar Diong, je parle sous son contrôle, l'inflation aujourd'hui est maîtrisée à 1%. Ça aussi, c'est quelque chose par rapport, et contrairement aux critères de convergence de l'UEMOA qui est de 3%. Ça aussi, c'est très clair. Autre chose est que nous, au Sénégal, aujourd'hui, le déficit budgétaire est réduit jusqu'à 3%. Je pense que ça aussi, c'est des choses très claires et je parle sous le contrôle encore de Momar Diong. Ça aussi, c'est quelque chose de... Maintenant, par rapport à la dette, le service de la dette, on n'a jamais été en retard. La dette aujourd'hui, elle est soutenable. Aujourd'hui, sur le plan financier, on parle pas de dette, mais d'obligations impayées. Et 144 milliards ont été mobilisés en fin 2019 pour ces obligations impayées. Et un épurement de 3 ans entre les dettes, les obligations impayées entre 2017 et 2018. Ça aussi, c'est quelque chose qui est là, qui est très clair. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout est normal dans ce pays. Non. Mais je suis en mesure de dire que la situation aujourd'hui, elle est stable et on n'a pas de problème par rapport à la situation économique et sociale. Autre chose, 344 milliards ont été mobilisés pour les programmes sociaux du président de la République, c'est-à-dire les bourses de sécurité familiale, la CMU, parce que vous aviez entendu que la dette de l'État par rapport à la CMU, elle est très grande, vous avez entendu ça. Le PUDC, il y avait eu de l'argent qui avait été programmé. Les bourses de sécurité familiale, vous avez vu que même en décembre, octobre, il y a eu les derniers paiements, ce qui veut dire que 344 milliards ont été mobilisés par l'État du Sénégal pour investir dans ce secteur. Et tout ça, c'est des programmes sociaux. Donc ça, je peux moi, dire aujourd'hui que sur le plan social, le président de la République, en un an, a fait énormément de choses. Autre chose aussi, par rapport au budget programme, et je l'ai dit lors de mon intervention, que aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup de personnes et d'analystes disent que le Sénégal n'applique pas le budget programme, ce qui n'est pas le cas. Parce que depuis le 1er janvier 2020, on est en train de dérouler ce qu'on appelle le budget programme. La seule différence, ou bien la seule chose aujourd'hui qui n'est pas encore le cas, c'est-à-dire la déconcentration autour de l'exécution du budget. Parce que le seul ordonnateur du budget aujourd'hui reste le ministre des Finances, mais il est en train d'ordonner le budget programme. Et on a voté une LOLF, c'est-à-dire loi organique portant loi de finances, il y a un mois, qui repousse le délai de la déconcentration de l'ordonnancement. C'est-à-dire à partir du 1er avril 2020, chaque ministre va être l'ordonnateur de son budget. Ça, c'est quelque chose de très clair et je voudrais profiter de cette tribune pour le dire. Et pour dire que les budgets programmes, nous, quand on votait cette année le budget, on a voté des programmes. Chaque ministère a des programmes, excepté les institutions qui ont des budgets de dotation. Et cela va faciliter davantage le rôle du parlementaire pour voir exactement où on met l'argent qu'on a voté pour les ministères. Donc aujourd'hui, en grosso modo, je peux dire que sur le plan social et économique, on est bien que il y a encore des choses graves. J'ai entendu tout à l'heure mon grand frère dire que le front social est en ébullition, ce qui a toujours été le cas dans ce pays. Le président de la République aussi, il faut dire qu'il est un homme constant par rapport à l'appel au dialogue, parce que tout à l'heure, un journaliste me disait, on a vu une poignée de main entre le président et Idriss Seck. Est-ce que c'est une retrouvaille? Je dis que le président de la République, en tout cas lui, il est toujours constant dans sa démarche. Parce que dès qu'il a été réélu, et bien élu, il pouvait se dire que j'ai été élu, je fais mon programme, sans appeler les autres. Mais non seulement il a fait appel à un dialogue, et il l'a acté, même si tardivement ça arrive, parce que aussi quand on appelle aussi, il faut attendre que les gens viennent.
Parce que pour dialoguer, il faut être deux. Il faut attendre que les gens viennent, consulter les uns et les autres, avant de matérialiser ça par un décret qui a mis sur pied un comité de pilotage avec un homme aujourd'hui consensuel. Et on est en train de discuter sur les questions importantes qui, quand même, intéressent le pays. Donc voilà un peu, en grosso modo, en guise d'introduction, ce que je peux dire par rapport à l'an 1 du président de la République, tout en disant qu'il est en train de faire des choses, c'est-à-dire continuer son programme, mais aussi aller dans le sens de travailler à quand même bien réussir son deuxième mandat. Hassan, voilà là un plan bien détaillé avec des chiffres et des signaux au vert. Au même moment, Momar l'a dit tout à l'heure, on assiste à une augmentation du prix de l'électricité, entre autres du ciment, et aussi à une cascade de licenciements dans plusieurs secteurs, notamment le BTP. Oui, il faut y ajouter plein d'entreprises qui ont fermé boutique. C'est un constat. Abdoul Mbaou, que je salue et respectueusement, mais qui a tenu des propos sur lesquels je ne peux pas m'accorder. Je trouve, certes, les chiffres, quand on les donne, c'est très clair, c'est très précis. Mais dans la réalité de ce que nous endurons au quotidien, ce que vivent les Sénégalais, il en est autrement. Aujourd'hui, aller dire à un Sénégalais que nous sommes à 6%, à 5, 6%, que le taux d'inflation est à 1%, que la norme, selon l'UEMOA, c'est 3%, mais on est à 1%. C'est vrai, c'est talentueux. Mais dans la réalité, est-ce que concrètement cette chose est vécue par les populations? Que non. Aujourd'hui, les Sénégalais endurent quoi? Le prix de l'électricité qui est à un niveau incroyable, l'eau avec Sen'Eau, on a vu les factures qui est à un niveau incroyable et plein de choses que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous dire quelque chose? Oui. Depuis 2012, il n'y a pas eu augmentation des denrées de première nécessité. Depuis 2012. Alors que, avant, chaque semaine, tu avais l'augmentation du prix du carburant. Ça, vous pouvez me le dire, ça c'est un. De 2012 à maintenant, si vous êtes travailleur quelque part, votre salaire a augmenté parce qu'on a enlevé l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un fait, c'est réel. Depuis 2012, vous ne pouvez pas me dire, voilà des prix de denrées de première nécessité qui ont augmenté. Vous ne pouvez pas le dire. Vous dites des choses, à part l'électricité dont vous parlez, qui est de 6% de défaut, mais en 2017, il y avait eu une diminution de 10%. Et aujourd'hui, on peut parler de nivellement. À part ça, monsieur, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, voilà ce qui a augmenté dans le panier de la ménagère. Vous ne pouvez pas le dire. Je suis désolé. Je suis désolé, M. Mbao. J'ai un énorme problème. C'est le discours que j'entends tous les jours. Non, mais dites-moi. Je vous dis très simplement. Moi, je suis clair. J'ai dit que rien n'a augmenté sur le prix de denrées de première nécessité. Dites-moi, qu'est-ce qui a augmenté? Mais pas à ce niveau. Ah non, c'est important. C'est important. Je parle les Sénégalais. Mais laissez-moi lui poser la question. Laissez-moi lui poser la question pour être beaucoup plus précis. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation a été stable de 2012 à nos jours par le simple fait qu'on aura dépassé le cap justement de l'instabilité politique sous Abdoulaye Wade, qu'on aura dépassé le cap de la crise financière internationale, qu'on aura également dépassé le cap de l'augmentation du baril de la pétrole et de la crise énergétique jusqu'à $120. Avant 2012, on n'allait pas terminer cette émission sans coupure d'électricité. Maintenant, allez, dites-moi, qu'est-ce qui a augmenté d'ici là? Dites-moi, c'est clair, on est là. Je termine. Mais il faut répondre. Je réponds à vous. C'est très simple. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu une spéculation à certains niveaux par rapport au coût de ce qu'on appelle le riz. Je parle. Vous parlez de spéculation. Je dis que qu'est-ce qui a augmenté? Laissez-moi finir. On parle français. Je dis qu'est-ce qui a augmenté comme denrée de première nécessité. Vous ne pouvez pas me le dire parce qu'il n'y en a pas. On le laisse terminer. Quand vous dites qu'il y a eu une réduction à 10% du prix de l'électricité. Je ne parle pas de ça. Les denrées. Parle d'abord des denrées. Mais il y a eu. Allez demander ça au Sénégal. Je ne demande pas. Je vous demande vous. On est devant les Sénégalais. Moi, je soutiens que depuis 2012, il n'y a pas eu d'augmentation des denrées de première nécessité. Abdou ne faut pas. Il faut qu'il me laisse terminer. Il faut qu'il me laisse terminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais terminer. Est-ce que déjà il faudrait qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Non, je m'écoute, mais il faut qu'il réponde quand même. Alors moi je vais vous dire que c'est dur. Il faut dire qu'est-ce qui est dur. Mais il faut qu'on s'écoute, n'est-ce pas? Alors Hassan, juste un petit instant, s'il vous plaît. Vous mangez du poisson? Mais absolument. Le poisson a augmenté. Le prix du kilogramme de rouget qui coûtait 12 000 francs en 2012, aujourd'hui, et qui coûtait 1200 plutôt en 2012, aujourd'hui coûte 2500. Madame,
Moi, j'ai été clair. Je dis que quand on est arrivé... La viande de mouton, on en parle. La farine, on en parle. Il y a des exemples qui sont là. Madame, je dis que depuis que je suis là, quand on est arrivé, on a diminué le riz, le poisson, l'huile. Oui, mais quoi qu'on puisse dire... On s'écoute. Vous parlez... Moi, je dis que... Mais vous me laissez parler. C'est la régulation. Abdoubo, vous me laissez parler, vous prenez, on en parle. Alors, la viande de mouton, vous êtes d'accord avec moi que ça a augmenté. Le prix du poisson... Demandez et puis je reviens. Le prix du poisson, vous êtes d'accord avec moi? La farine, le riz, on en parle. 2200, 3500 aujourd'hui. Donc, il y a bien des exemples qui sont là. Madame, je dis, et c'est très clair, depuis 2012, les denrées de première nécessité, non seulement on les a diminuées, mais vous n'allez pas dire le contraire. Ça n'a pas augmenté et je suis formel. D'accord. Oui, le poisson, la viande, on en parle. Il y a des exemples qui sont là. Excusez-moi, juste une minute. Oui. Moi, je pense que c'est un peu même réducteur d'aller dans les détails. Oui, mais c'est vous qui voulez des exemples. Non, attends. Vous avez parlé d'exemples. Non, s'il vous plaît, je dis que c'est un peu réducteur d'aller... Parce que moi, on a parlé tout à l'heure de macro. Parce qu'on parle, quand on parle d'économie, quand on parle d'émergence, quand on parle de... Est-ce que le pays avance? Il y a d'abord le macro. Et moi, personnellement, j'ai parlé du macro. C'est des choses qui sont là, que personne ne peut démentir. Ça, c'est un. Je suis désolé, M. Mba. Je suis désolé. Deuxièmement, maintenant, le détail, on peut y aller. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. En tout cas, aujourd'hui, chacun peut donner son point de vue par rapport à... Vous avez parlé de quelque chose de très important. Mais vous avez parlé quand on est dans le macro, on peut quand même tous... vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez parlé de macro, ce qui est extrêmement important. Mais aujourd'hui, est-ce que le Sénégalais lambda qui va acheter le poisson, qui va acheter aujourd'hui sa viande, qui va acheter de la farine, du pain, entre autres, de l'huile, est-ce qu'il est intéressé par ces chiffres macro-là, par l'élément macro? Pourquoi il est intéressé par ces chiffres? Il est tellement intéressé par ces chiffres. Il y a des hausses qui sont là. Non, attends, parce que j'en veux pour preuve, quand tu vas à l'intérieur du pays, tu sais, le Sénégal ne se mesure pas à Dakar. Quand tu vas à l'intérieur du pays, le paysan qui était dans les champs, après avoir récolté, a besoin d'une piste de production pour aller vendre sa marchandise, a besoin de l'eau pour travailler au niveau des champs, a besoin de l'électricité pour travailler au niveau des champs. Et aujourd'hui, on en a fait combien, les forages? Aujourd'hui, l'électricité, il y a combien de villages qui n'avaient pas d'électricité? On parle de 10 000 villages qui ne sont pas électrifiés. Par rapport au PUDC, il faut aller voir les pistes de production. Et c'est ça, les fruits de la croissance dont on parle de 10 000 villages qui ne sont pas encore électrifiés. Moi, je pense quand même qu'on doit à la vérité de dire que ce qui a été la marque de fabrique du gouvernement du président Macky Sall et de son régime, durant le premier mandat, ça a été quand même une maîtrise des prix. Il faut convenir que durant les 7 premières années, il y a eu quand même une maîtrise des prix et il n'y a pas eu de hausse. Ça, quand même, tout le monde l'a remarqué. Et quand même, les Sénégalais, je crois, entre autres raisons pour lesquelles il y en a beaucoup parmi nous qui ont peut-être préféré réélire le président Macky Sall, il y a peut-être cela. Sachant que le coût du pétrole a baissé, mais on a mis du temps pour réduire le coût de l'électricité. Par contre, on s'est rendu compte. Par contre, on s'est rendu compte. Et ça, il fallait s'y attendre. Absolument. Parce qu'on a eu les signes annonciateurs, même avant l'élection présidentielle, avec la sortie, si vous vous souvenez bien, du ministre de l'économie et des finances à l'époque, qui, interpellé sur la tension de trésorerie, avait dit que c'est le régime qui a préféré ne pas appliquer la vérité des prix, subventionner un certain nombre de denrées pour soulager les Sénégalais. Avant les élections. Quelque part, il faut comprendre qu'il y avait peut-être derrière cette mesure des visées électoralistes. On ne va pas vers une élection et augmenter des prix des denrées. Par contre, on s'est rendu compte quand même qu'aussitôt après la réélection du président Macky Sall, contrairement à ce que prétend l'honorable Abdoumbo, il y a eu quand même la hausse de beaucoup de produits de première nécessité. La première hausse que les Sénégalais ont subie, c'est la hausse du prix du carburant. 60 francs, je crois, pour le gasoil et 80 francs pour l'essence. Ça, c'est le premier. Ensuite, on s'est rendu compte que le ciment, qui est aussi une denrée de première nécessité, combien de Sénégalais sont en train de fabriquer leur toit, a connu une augmentation. Dernièrement, il y a eu l'augmentation du courant, du prix de l'électricité. Il y a eu également
l'augmentation de l'huile. Je regrette, honorable Abdou Mbow, il ne s'agit pas de détails. C'est vrai que le macro est important, mais il ne s'agit pas de détails. Il ne s'agit pas de détails parce que ça touche surtout au quotidien de chacun des Sénégalais. C'est bien d'avoir des chiffres macro qui sont très ronflants, qui donnent lieu à espérer que le Sénégal émerge sous peu. C'est très important, mais nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est que nous avons malheureusement une croissance, même si c'est projeté pour 2020 à 6,20%, qui est extravertie, qui bénéficie davantage, il faut le dire, au capital étranger qu'à l'entreprise locale. À partir de ce moment-là, ça ne profite pas au Sénégal. Mais s'il ajoute maintenant qu'un certain nombre de denrées de première nécessité connaissent une hausse, à partir de ce moment-là, je crois que ça va rendre le quotidien des Sénégalais de plus en plus dur. À partir de ce moment-là, on ne peut pas le considérer comme un détail. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il faut penser quand même au panier de la ménagère qui est en train de souffrir depuis quelque temps, contrairement à ce à quoi vous aviez habitué les Sénégalais durant tout le long de votre premier mandat. Quand ça passe et que ça se porte bien, que vous avez une maîtrise des prix, il faut le dire, mais quand ça va moins bien, parce qu'on a noté quand même un renchérissement du coût de la vie depuis un certain temps, il faut également le dire et trouver peut-être des solutions à cette situation-là. Il y a une incompréhension par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que, tu sais, quand on dit c'est un détail, et allons dans le détail, c'est diamétralement opposé. Donc, je n'ai même pas dit que c'est un détail. J'ai dit que dans le détail, donc, juste pour dire que je ne considère pas, par exemple, l'augmentation d'1 franc sur un produit comme un détail, ça ne peut pas l'être. Parce que ça aussi, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. C'est pourquoi je rectifie un peu pour dire que je dis que n'allons pas dans le détail. C'est ça que je dis. Mais je ne considère pas cela comme un détail parce que ça, c'est important, tout en quand même confirmant certaines choses. Parce que moi, quand vous entendez mon raisonnement, on fait quand même les 1 an. Moi, je faisais, par exemple, un bilan d'étape d'1 an. Et moi, j'ai très bien dit que de 2012 à 2017, parce que c'était le premier mandat. Parce que moi je pense que quand même, nous ne pouvons pas être là et ne pas parler avec les Sénégalais de manière véridique ou bien dire des choses quand même sérieuses. Moi personnellement, les gens qui me connaissent savent que ce que je dis, je l'ai fait avec des chiffres ou des arguments et quand même, je sais me défendre. Maintenant, c'est normal qu'une personne qui n'est pas d'accord avec moi le dise et c'est totalement normal, c'est tout à fait normal parce que quand on est des intellectuels, je pense que c'est important qu'on puisse débattre de manière approfondie afin que chacun puisse quand même, parce que madame, vous connaissez au moins ce qu'on appelle le sophisme, c'est-à-dire l'art de convaincre sans avoir raison. Bien que je ne suis pas dans le cas et je ne me l'ai pas l'être, mais souvent, on peut quand même être en face des sophistes qui défendent quand même leur position pour essayer de convaincre. Mais ce que nous disons, je pense que c'est ça le débat démocratique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. L'opposition, elle est là. Chaque jour, vous les entendez dire que voilà, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Parce que voilà ce qu'ils devaient faire. Nous, on amène notre programme pour dire que voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui est mieux. Et c'est en ces termes que nous tous, nous allons concourir au suffrage des Sénégalais et les Sénégalais qui arbitrent. Maintenant, nous avons le devoir de défendre notre bilan. L'opposition a le droit de critiquer ce que nous faisons et ceux qui sont de la société civile, la société civile a le droit d'être là pour faire des constats et dire exactement ce qu'ils pensent. Quoi qu'on puisse dire, nous avons tous entendu. Il y a eu des avancées, mais quand même. Il y a eu des choses qui restent. Abdou, vous m'écoutez, vous appliquez le règlement intérieur ici. D'accord ? Je suis totalement d'accord. Alors, à ce niveau, par Hassan, on le sait pertinemment, les institutions de Bretton Woods, telles que le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres institutions ont tapé sur la table, manière de parler pour justement évoquer justement la dette justement du Sénégal. Elle dépasse aujourd'hui le cadre des 9 000 milliards, sans oublier cette dette intérieure qui est encore là, pesante. Est-ce que, tenant compte de l'ensemble de ces aspects-là, et que l'on parle là aujourd'hui d'une dette exponentielle à 1 an du second mandat, est-ce que vous pensez qu'en réalité, nous sommes sur le bon chemin pour atteindre cette émergence telle que définie dans le plan Sénégal émergent? Alors, un concept creux qui s'appelle émergence, qu'on m'a presque forcé, moi, par qui? Par un étranger. C'est ça que je dis à M. Mbow. L'émergence vient d'où? Parce qu'en fait,
en entendant son discours, tout est parfait. Il parle de Macron. Non, il n'a pas. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça, mais il ne faut pas me faire plus ou moins les Sénégalais. Plus ou moins. Bon. C'est mon entendement. Oui, mais j'ai terminé par dire qu'il y a des choses qui restent à faire. D'accord. Mais moi, j'entends ainsi. Oui, mais il faut entendre ça aussi. Moi, j'entends ainsi. Et je suis libre pour cela. Ce que je dis, c'est très simple. On ne peut pas aujourd'hui, dans ce pays-là, où la souffrance est à un tel niveau. En 2012, il parle de 2012. En 2012, le seuil de pauvreté était à 46% de Sénégalais qui étaient assez pauvres. Aujourd'hui, il me dira que non, ça a amoindri. Allez demander aux Sénégalais s'il y a moins de pauvres qu'en 2012. Ça, c'est un constat. La deuxième chose qui est très simple. Moi, je ne parle pas d'institutionnel, de Bretton Woods, de FMI, de Banque mondiale. Je parle de ce que je vis au quotidien. Le ressenti. Ce que je vis, c'est quoi? Le kilo de viande coûte 3 000 francs CFA au Sénégal. À Paris, on l'achète dans les hypermarchés à 6-7 euros. C'est le même tarif. Les SMIC sont différents. Je suis français, je gagne 5, 6, 7 fois plus que le Sénégalais et je dois acheter au même prix le kilo de viande. Après, on me dit non, les prix sont stables, ça va. C'est de ça que je parle, moi. Aujourd'hui, la réalité, et ça, on supplie nos gouvernants de voir cette réalité-là, même s'il y a l'aspect macro, il y a l'aspect, voilà, les chiffres sont là, les statistiques. Les chiffres, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont étudié, qui ont écrit, qui ont fait, selon leur travail. Mais la réalité, les vrais chiffres, il faut aller voir les Sénégalais qui sont dans la rue, qui vivent cette réalité-là, qui ont les vrais chiffres. Moi, les vrais chiffres, les vraies statistiques, je les prends par ces gens-là. Pour synthétiser, ce que je dis, c'est que M. Mbow doit comprendre qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas en tant que soufistes, comme il le pense. Les vrais soufistes sont dans le gouvernement du Sénégal, quand on les entend parler. Ils nous disent quoi? Voici la réalité. Vous ne caractérisez pas. Oui, moi je ne caractérise pas, je désigne. Je ne caractérise pas, je désigne. Je suis très clair. Je désigne du doigt même. Je dis simplement qu'aujourd'hui, avec tous les égards et respects qu'on a pour nos gouvernants, il faut à un moment donné qu'on se respecte. Se respecter, c'est quoi? Il a insinué le soufisme, je n'ai pas apprécié. Je lui réponds ainsi. Mais je dis juste simplement qu'en 2012, les Sénégalais vivaient comment? On était à 3 000 milliards de dettes avec le président Abdoulaye. Aujourd'hui, on est à 7 000 milliards de dettes, M. Mbow. Et on est plafonné, ou on serait plafonné à 9 000 milliards. Vous voulez quoi? Aller à 9 000 milliards pour nous dire que vous construisez ce pays-là? C'est une question. Au même moment, on endure plus de dettes et on souffre plus. Le contraste, il peut peut-être me l'expliquer. C'est ça mon problème. Alors, Abdoumbo. Voilà, oui, moi je pense que c'est important de... Vous avez tout le temps dit, il faut qu'on se respecte. Je pense que c'est important parce que moi, je parlais avec madame en lui disant qu'il y a des soufismes. Je ne vous ai pas dit que vous êtes des soufistes et vous disiez je désigne. Je pense que quand même, il faut qu'on se respecte parce que moi, Alors, pour évoluer, mais laissez-moi continuer parce que je ne vous ai pas coupé. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous avez dit il faut qu'on se respecte, respectons-nous, parce que je vous respecte très bien. Donc je vous demande vraiment de nous respecter au retour. Maintenant, par rapport au sujet, vous savez le FMI, quand il dit que le pays est au bord de l'implosion, quand la BAD vient dire que ça ne marche pas, les institutions de Bretton Woods, les analystes, ce qu'ils disent, ils ont raison. Mais quand ils viennent pour dire le contraire, ils disent que non, on ne se fie pas à ces statistiques. Ça, c'est pas honnête. Pourquoi? Parce que je pense qu'un intellectuel doit avoir une équidistance d'analyse dans toutes les situations. Avant-hier, la BAD était là, Momar Diong est là, ils ont décerné un satisfecit au Sénégal en disant que la dette, elle est soutenable. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faudrait qu'on prenne quand même conscience que nous sommes dans un village planétaire. Le Sénégal n'est pas un petit enclos où on peut faire tout nous-mêmes. On a ratifié des conventions internationales. On fait partie de l'UEMOA, on fait partie de la CEDEAO, on fait partie des Nations Unies. Donc on ne peut pas, nous, être un enclos pour faire tout ce que l'on veut. Nous avons besoin d'écouter aujourd'hui ce que la BAD dit, ce que les institutions en général de Bretton Woods disent. Quand la BAD dit que la dette elle est soutenable, quand les Nations Unies disent que la dette elle est soutenable, quand les FMI le disent, c'est parce que ils ont quand même aujourd'hui des statistiques qui leur permettent de dire cela. Maintenant, aujourd'hui, nous, à notre niveau, c'est à nous maintenant de voir exactement
est-ce que le service de la dette aujourd'hui doit être revu et elle est utilisée à quoi? Nous, on ne s'endette pas pour organiser des fessements ou quelque chose. On s'endette pour aujourd'hui investir dans des secteurs. Tout à l'heure, Momar Diong a dit, et ça, on est en train de réfléchir par rapport à ça, même le président de la République l'a dit, de travailler à protéger le secteur privé national. Parce que il faut le dire, à Diamniadio, quand le président de la République a lancé ses grands projets, le premier promoteur qui a été installé là-bas et qui a commencé à... Jetran, mais c'est un Sénégalais qui a commencé à faire d'excellentes choses. L'autre sphère ministérielle, le Sénégalais qui l'a fait, c'est qui? C'est Yirim Sow. Aujourd'hui, c'est deux Sénégalais qui sont en train de faire quand même de très bonnes choses. Maintenant, les grands projets dont on parle. Il y a quelques mois, vous avez entendu parler du fer de Falémé avec Tosyali. Même quand les Turcs sont venus. Mais il y a eu quelque chose, la convention qui a été signée, les 80% dans 2 ans seront que des Sénégalais et les 60% premièrement seront des Sénégalais parce que pendant 2 ans, on va faire un transfert de technologie pour que les 20% qui vont compléter les 60% puissent devenir des Sénégalais. Donc juste pour dire que nous sommes conscients aujourd'hui que le secteur privé national a besoin d'être protégé. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont même créé autre chose, c'est-à-dire avec les Babacar, Kama et autres. Ils se sont rebouqués, le président de la République les a reçus. Au même moment, on sait ce qui se passe avec CDE, mais vous savez, avec CDE, mais sur les sociétés qui fait, mais il y a d'autres sociétés que le président de la République et son gouvernement ont relevé les ICS. Quand on arrivait, étaient à l'agonie. Justement. À la NSS, à Thiès, c'était fermé. Aujourd'hui, une partie est ouverte. Donc, moi, je pense que... Alors, honorable, il faut qu'on parle. Vous parlez des sociétés. Oui, il faut qu'on en parle. Parce que moi, je donne aussi des exemples. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle aussi de l'emploi des jeunes. Parce que Momar l'a dit tout à l'heure, et ça a été une promesse du président de la République, 1 million d'emplois. Alors, si on fait les statistiques très rapidement, vous avez parlé tout à l'heure de 200 000 emplois par an. Aujourd'hui, en 2019, on parle de 77 664 ou 78 664 emplois sous votre contrôle. Là, c'est un problème. Alors, par contre, là, c'est un problème. Parce que ça, c'est un problème que le président de la République a même reconnu. Parce que vous savez, ça ne sert à rien de venir ici, devant les Sénégalais, et dire que non, le problème d'emploi des jeunes est réglé totalement. C'est pas vrai. Il y a encore des problèmes. Bien que le président de la République, depuis 2012, ne cesse de travailler à trouver une solution, pas une solution radicale ou bien une solution complète, parce que c'est pas possible tout de suite de régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi, à chaque fois, tu vois, par exemple, quand on fait, par exemple, un diagnostic, on voit que ce secteur-là, parce que c'est un problème mondial. Vous l'avez entendu dans ses discours, à chaque fois, même quand il a participé dernièrement à ces grandes rencontres mondiales, dire quand même, le problème de l'emploi des jeunes est un problème. C'est pourquoi, pratiquement, dans plusieurs secteurs, au niveau de la DER, qui n'est pas au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de l'entrepreneuriat féminin. Ce qui veut dire que nous sommes en train, aujourd'hui, jusqu'à présent, de travailler à continuer à trouver une solution à ce problème, qui est vraiment un problème mondial. Mais le gouvernement du président Macky Sall fait tout pour résoudre ce problème qui est devenu aujourd'hui un problème crucial. En tout cas, c'est une promesse avec la jeunesse. Mais absolument, tout à fait. Et on est en train de tout faire pour répondre Moi, à je pense cela. qu'il faut dire aux Sénégalais qu'on ne peut pas régler le problème de l'emploi tout simplement en créant comme ça des emplois, en veux-tu, en voilà. L'État ne peut pas faire ça. C'est une approche systémique qu'il faudra avoir. Et c'est pour cette raison que même quand le président annonçait quand même le chiffre de 1 million d'emplois durant le quinquennat, soit 200 000 emplois par an, moi je suis un peu sur cap parce que je pense que quand même les conditions ne sont pas encore remplies pour qu'on puisse donner autant d'emplois à la jeunesse du Sénégal. Parce que tout simplement, il y a des préalables. Et le premier préalable, et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai aimé que le président ait couplé l'emploi à l'employabilité. Parce que c'est un problème que nous avons. Il y a toujours eu une inadéquation entre la formation et l'emploi au Sénégal. Donc c'est un problème qu'il faut régler. Et c'est à ce niveau qu'il a eu à annoncer la création dans les 45 départements d'au moins un centre de formation professionnelle et technique. Ça, c'est un problème qu'il faut déjà régler au préalable. Parce que tant qu'on ne réglera pas ce problème,
on ne pourra pas fournir des emplois en voiture, en voilà aux jeunes. Il faut les former à un métier, qu'ils sachent faire quelque chose pour pouvoir les déployer. La deuxième chose, et là aussi on interpelle le gouvernement, il va falloir aller surtout vers l'industrialisation du pays. C'est bien d'investir autant de milliards dans des infrastructures comme le stade olympique, comme l'arène, comme le centre de Diamniadio, etc., etc. Mais il faut aller surtout vers l'industrialisation du pays. Faire en sorte, surtout dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, que l'intérieur du pays puisse bénéficier d'un certain nombre d'unités industrielles. C'est comme ça également qu'on contribuera à régler l'emploi des jeunes. Et maintenant, troisième élément, troisième levier sur lequel l'État peut appuyer, c'est bien évidemment le soutien énergique qu'il faudra apporter au secteur privé local. Parce que c'est un secteur qui est pourvoyeur également d'emplois. Sans compter maintenant l'entrepreneuriat qu'il faut développer chez chacun des jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'aller travailler pour être un salarié parce que l'État n'en a pas les moyens, mais former les jeunes à pouvoir lancer un certain nombre de start-up et créer leur propre emploi. Merci Momar, c'est tout pour ce soir. Merci à vous, honorable. Merci Hassan. C'est déjà fini. On se retrouve demain, toujours à la même heure, Abdoulaye. Donc tout de suite, la grande édition du soir.